Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timilia, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Aujourd'hui, je vais vous introduire à l'offre politique du MLDC, qui est la construction d'un État développementaliste communautaire. En 2024, j'ai coécrit un ouvrage avec mon aîné Vincent Konjok intitulé « Construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun », dans lequel nous introduisions un projet politique et économique pour rendre le Cameroun un État meilleur. L'origine de ce projet était un modèle de rupture, celui de proposer à nos États, pas seulement celui du Cameroun, un projet de transformation radicale du Cameroun. Il s'agissait, ou alors plutôt, il ne s'agissait pas seulement d'un simple essai académique, mais il s'agissait plutôt d'un plan d'action concret pour sortir le Cameroun de la précarité. Donc, l'État développementaliste communautaire que nous y défendions repose sur l'industrialisation nationale et la souveraineté économique, inspiré surtout par la théorie asiatique du vol des oies sauvages, l'objectif étant de réduire notre dépendance aux importations, renforcer la production locale et devenir une puissance exportatrice. Mais avant de continuer, arrêtons-nous un tout petit peu sur la théorie des oies sauvages. En 2020, j'ai écrit un ouvrage sur le succès des politiques de développement en Asie de l'Ouest où j'expliquais cette théorie. La théorie du vol des oies sauvages, c'est une théorie développée par l'économiste japonais Kaname Akamatsu dans les années 1930, qui est une métaphore pour expliquer la dynamique de rattrapage industriel dans les pays en développement. Vous savez que l'Asie était à l'époque en retard au niveau de l'industrie. Donc en fait, le principe de base est un schéma de formation en vol d'oies sauvages, parce que vous savez que les oies sauvages volent en forme de V. Donc les pays suivent ce schéma de développement industriel, c'est-à-dire il y a un pays leader et il y a un pays suiveur. Le pays leader qui est en tête de vol commence par produire des biens simples, puis évolue vers les produits plus complexes à haute valeur ajoutée. Et les pays suiveurs reprennent à leur tour la production des anciens pays leaders et ainsi de suite. Donc ce processus crée une diffusion progressive de l'industrialisation dans la région ou alors dans la sous-région. Donc, chaque pays montant progressivement en gamme ou en puissance. Donc, les étapes typiques de ce processus sont étape 1, les importations. Le pays commence d'abord par importer les biens manufacturés. L'étape 2, c'est la substitution à l'importation. Donc, il développe donc ses propres capacités industrielles de production de ces biens qu'il a importés pour produire localement. Donc, et l'étape 3, c'est l'exportation. Donc, une fois la maîtrise de la technique acquise, il exporte ses produits, libérant ainsi l'espace pour d'autres industries à venir et plus sophistiquées. Et dans ce modèle, le rôle de l'État est important. C'est un modèle qui suppose un État stratège, un État qui planifie les étapes de montée en gamme, un État qui protège les industries naissantes par les tarifs ou alors par les quotas, un État surtout qui investit dans l'éducation, la recherche, la technologie et les infrastructures. Et si on peut adapter cela au Cameroun, nous dirions que c'est un modèle qui devrait s'adapter de façon stratégique. Dans le contexte camerounais, la théorie des voies sauvages devrait peut-être être reconfigurée selon les 3 axes principaux
dans le cadre de la construction de l'État développementaliste communautaire. Donc, le premier axe, c'est de réduire les dépendances ou alors la dépendance aux importations. Le Cameroun, vous le savez très bien, importe encore massivement les biens de première nécessité, comme par exemple le riz, le poisson, le sucre, le vêtement, les allumettes, le ciment, etc. Les parapluies. Donc, l'adaptation commence par substituer les importations par une production locale dans ces secteurs et par région. Donc, on peut prendre un exemple. La production locale, par exemple, de matériaux de construction, de ciment, de briques, ou alors la valorisation du coton camerounais dans le textile local. Et la seconde étape, c'est la création de la montée en gamme régionale. Donc, le Cameroun peut s'inspirer du schéma asiatique en coordonnant la montée en gamme de ses industries locales quand elles ont déjà maîtrisé la fabrication des biens de première nécessité, par exemple dans la SEMAC. Donc, il s'agit d'exploiter ses avantages, c'est-à-dire sa main-d'œuvre, les terres agricoles, les ressources minières et devenir un hub de transformation régionale. Il peut le devenir dans l'agroalimentaire, dans le bois, etc. Donc, par exemple, l'exemple donc de cette transformation locale, par exemple, le cacao, par exemple, de l'aluminium à IDEA, peut faire du Cameroun un hub industriel dans la sous-région. Et la troisième étape qu'on peut emprunter à l'Asie, c'est faire émerger les champions nationaux. Le Cameroun peut appuyer ces entreprises locales pour qu'elles deviennent compétitives au niveau de la sous-région en finançant ces industries. C'est un financement ciblé évidemment, et puis en allégeant la fiscalité, donc en leur donnant l'accès privilégié au marché public et en créant des partenariats stratégiques avec les technologies africaines et asiatiques. Donc, le développement d'une industrie pharmaceutique nationale serait une bonne chose. Ou alors, la structuration d'un réseau national de PME dans l'électroménager ou alors dans les TIC sera aussi une excellente chose pour la zone, par exemple, la zone CEMAC. Donc, c'est une théorie, l'EDC est une théorie adaptée à la souveraineté économique. Et contrairement à la vision classique, centrée sur la compétition régionale, l'adaptation camerounaise s'inscrit dans la logique communautaire. Ça, il faut insister dessus. La production est enracinée dans les territoires, dans les régions, dans les communautés, dans les villages. L'industrialisation est pensée non pas comme un simple rattrapage économique, mais comme un levier de souveraineté. Donc, s'il faut que je donne une petite conclusion sur la théorie des oies sauvages, je dirais que l'adaptation avec l'EDC reprend cette dynamique dans un contexte camerounais en y intégrant la gouvernance communautaire. Ça, c'est très important. L'inclusion sociale est importante. L'enracinement territorial du développement industriel est paramount. Donc, c'est un vol d'oies sauvages africaines. Il ne s'agit pas d'un suivisme, mais il s'agit de l'ouverture d'une trajectoire autonome vers la puissance souveraine. Maintenant, revenons à cet ouvrage fondamental qui est celui-là qui donne des principes de l'EDC, de l'État développementalisme communautaire. Pourquoi cet État? Parce que c'est un modèle tourné vers l'action. Contrairement au discours théorique, notre approche vise une mise en mouvement immédiate du pays, du Cameroun. L'EDC place la communauté au cœur du développement en mobilisant les talents, en mobilisant les ressources, en mobilisant la diaspora. Il s'agit de bâtir un Cameroun souverain, productif, qui ne dépend plus de l'extérieur pour exister. Donc,
Si on se pose la question de savoir pourquoi l'état documentaliste communautaire, c'est parce que les autres modèles ont échoué. Vous le savez très bien. Depuis les indépendances, les modèles économiques importés ont été des échecs en Afrique. Le néolibéralisme a affaibli l'État. L'étatisme même centralisé, comme par exemple au Cameroun, a engendré une bureaucratie inefficace, corrompue. Donc, la construction d'un État documentaliste communautaire se présente donc comme une alternative réaliste, adaptée aux réalités africaines, en mariant l'efficacité asiatique avec la gouvernance communautaire africaine. L'État documentaliste communautaire est un équilibre entre la planification stratégique et la gouvernance locale. Et en ce sens, l'EDC rompt avec les extrêmes. Il s'agit de proposer et d'encadrer un État stratège qui oriente le développement industriel, mais sans étouffer l'initiative locale. La gouvernance est participative et elle est décentralisée. Chaque communauté, chaque région devient actrice de son propre avenir, de son propre développement, avec un pouvoir réel de décision sur la chose publique. C'est une fusion. L'EDC est une fusion des intelligences. Une fusion des intelligences des modèles asiatiques et africains, et surtout les intelligences de la diaspora. Les États asiatiques ont démontré qu'on peut se développer en 10-20 ans avec un État fort. Et ce développement passe par la planification, le soutien aux industries et surtout une coopération étroite avec le secteur privé. En Afrique, la tradition communautaire, les tontines, les chefferies assurent une cohésion sociale, la solidarité. C'est le socle même de l'EDC. Donc l'EDC combine ces deux forces dans un modèle hybride, résilient et inclusif. Donc, il faut dire que l'EDC repose sur 3 piliers qui sont très importants. 1. Le nationalisme économique. L'État doit protéger ses industries locales. L'État doit encadrer les investissements étrangers et l'État doit promouvoir ses propres ressources. Donc, c'est une gouvernance communautaire et la décentralisation permet aux régions et aux collectivités de gérer leurs propres ressources selon leurs priorités. Il faut aussi noter que l'administration technocratique doit être efficace. La fonction publique doit être compétente et basée sur la méritocratie parce que c'est elle qui assure l'efficacité, la mise en place des politiques et surtout leur efficacité. Les objectifs de l'État documentaliste communautaire sont surtout basés sur un développement équitable et inclusif. L'État documentaliste communautaire veut que chaque région participe à sa croissance et surtout à la répartition de ses fruits. Donc l'État documentaliste communautaire soutient les PME et garantit l'inclusion des jeunes, des femmes dans la décision publique, veille à l'accès universel aux services publics tels que l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, la sécurité. Il défend aussi la fiscalité équitable où les plus riches contribuent davantage. Donc, c'est un modèle, l'EDC est un modèle africain. C'est un modèle souple, c'est un modèle adaptable. Pourquoi? Parce que nous avons pensé qu'il est important de développer un modèle qui n'est pas seulement parce que le développement est un développement régional, qui n'est pas seulement centré sur le Cameroun, mais qui est centré sur la région ou la sous-région. Et cela va valoriser l'industrie camerounaise qui deviendra une industrie de compétition dans la sous-région. Donc c'est un modèle qui est adaptable aux traités internationaux et surtout à l'ouverture avec des partenariats tels que la zone de libre-échange continentale africaine. L'EDC est une méthode basée sur l'expérimentation et l'apprentissage. Ce n'est pas une méthode figée. Le modèle prévoit des projets pilotes pour tester
les politiques d'abord à petite échelle avant leur extension à grande échelle. Chaque mesure est suivie et évaluée pour garantir sa pertinence. Donc cette flexibilité fait en sorte que l'EDC assure une gouvernance agile, une adaptation constante aux réalités sur le terrain. Donc c'est une ambition continentale, portée surtout par le Cameroun. À travers mon livre qui va suivre, parce que je vais l'expliquer, Mon combat, mon destin, le Cameroun, qui est intitulé, pardon, Mon Cameroun, mon combat, mon destin, de l'assouplissement à la puissance. Il s'agit d'une stratégie concrète pour arracher le Cameroun de la pauvreté. C'est une voie vers la puissance qui repose sur 3 souverainetés: politique et territoriale, économique et financière, technologique et industrielle. Il s'agit de penser, de produire pour décider par nous-mêmes. Et si vous permettez de conclure cette introduction, je dirais que ce livre-ci est un appel au changement. L'EDC est un outil de libération. Il appartient désormais aux Camerounais de s'emparer, pas seulement au MLDC, mais aussi à tout acteur politique. Et surtout aussi, il est élargi à l'Afrique parce que l'Afrique a besoin de ses propres modèles de développement. Le moment est venu de sortir de la marginalisation, de la mendicité économique et de prendre véritablement notre destin en main avec les intelligences collectives, les intelligences communautaires, les intelligences de la diaspora. Je vous remercie.